faut que l'équipe y croie, mais pour que l'équipe y croie, surtout, il faut pas tricher. Il faut pas mentir, ça sert à rien. Si tout va se savoir et qu'à un moment tu as décidé de le taire, t'as fait pire que mieux. Il faut toujours faire attention à ce que tu vas renvoyer et à ce que tu vas faire vivre comme expérience émotionnelle aux personnes. À partir du moment où tu envisages de faire quelque chose parce que de ton point de vue, c'est bon pour la boîte, alors fais-le. Si tu pars du principe que tu infantilises tout le monde dans ton entreprise ou dans ton cabinet, c'est là que ça coince. C'est là que ça marche pas. Si tu vises 10 au deck et que tu l'as avec 10, au final, tu as le même diplôme que la personne qui a eu 19. Dans mon travail, dans mes livrables, je recherche toujours l'efficacité. Soit sur qui le fait, soit sur jusqu'où on le fait et comment on le fait. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Counter. J'espère que vous allez bien. Nouvel épisode, nouvelle masterclass aujourd'hui avec Flavien Fouillot. Et faites bien attention, restez bien jusqu'à la fin de cet épisode car c'est une masterclass. Pourquoi ? Parce que nous allons parler à la fois de culture d'entreprise, mais nous allons voir comment, dans une carrière, on peut être alternant dans un cabinet, voir toutes les raisons qui peuvent nous pousser à ne surtout pas rester dans ce cabinet et pour au final être complètement investi comme si qu'on en était propriétaire de ce projet, comme si qu'on en était l'entrepreneur et de tous les instants. Flavien, très heureux de t'accueillir dans ce podcast. Très heureux aussi Nicolas, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, Number, vous n'êtes pas à votre coup d'essai sur le podcast Counter parce que j'ai reçu Arnaud Doillon, où on a parlé beaucoup de culture de l'entreprise. Je pense que la culture de l'entreprise, on va encore aborder ça aujourd'hui. J'ai reçu aussi une collaboratrice junior qui s'appelle Louise, qui est venue raconter aussi son parcours d'alternance au moment où elle est rentrée chez Number jusqu'à ces 2 années. Et là, j'aimerais avoir aussi une autre lecture, l'envers du décor. Ce qu'on voit aussi sur Internet, c'est parfois c'est super stylé, ou alors ce qu'on entend dans le monde du cabinet, c'est pas toujours très glorieux. J'aimerais qu'on puisse avoir une lecture aussi équilibrée de ton évolution professionnelle. Aujourd'hui, tu as 29 ans. Tu es diplômé d'expertise comptable. C'est ça. Associé chez Number. J'aimerais que tu puisses déjà me répondre à cette première question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre cette profession d'expertise comptable ? Ok, ça tu t'attendais vaste pas. question. Non, mais on peut y aller avec plaisir. Déjà, je suis arrivé un petit peu dans l'expertise comptable par hasard. J'ai fait d'abord une classe prépa en sortie de bac. Et c'est au moment de cette classe prépa que j'ai commencé à devenir un petit peu curieux. Et j'avais un pote, à ce moment-là, on n'est plus potes aujourd'hui, mais bon, ça, c'est les aléas, qui, lui, son objectif, c'était de surtout pas être salarié. Peu importe ce qu'il allait faire dans sa vie, il voulait être entrepreneur. Et il avait une liste sur son téléphone de toutes les idées qu'il avait. Et puis, de temps en temps, il m'en balançait une et il me disait qu'est-ce que t'en penses ? Et je trouvais l'exercice sympa, tu sais, de me prêter au jeu, du conseil, de ce que j'en pense, de critiquer parce que je partais du principe que j'étais jamais d'accord avec lui. Comme ça lui donnait matière à réfléchir. Mais l'exercice était sympa. J'ai avancé dans la prépa. J'ai pas voulu faire d'école de commerce parce que c'était pas mon mindset. Donc, j'ai continué dans le cursus universitaire en master, CCA. Et à ce moment-là, je me suis dit, l'alternance, quand même, ça me chauffe bien. Je voulais plus être une contrainte financière pour mes parents. J'avais un train de vie qui nécessitait un petit peu de pouvoir d'achat, pas énorme. Donc, je me suis dit, puisque la filière le propose, go faire de l'alternance. Et j'ai envoyé des candidatures spontanées. J'ai candidaté à l'époque chez l'expert comptable Lille, qui par la suite est devenu Number. Pour la petite anecdote, ils avaient balancé mon CV. J'avais aucune expérience en comptabilité, rien du tout. Donc mon CV, il l'avait reçu, mais il était passé à la poubelle. J'ai eu un coup de pouce de quelqu'un qui travaillait à l'ordre régional et qui a poussé mon CV. J'ai fait 4 entretiens. Donc tu vois, ils étaient vraiment pas sûrs. 4 entretiens, un test de QI, un test de personnalité. Et au final, ils m'ont laissé ma chance. Donc je les en remercie. Et maintenant, je suis arrivé en 2016 dans la boîte. Et ça fait plus de 8 ans que j'y suis. J'ai fait toutes mes classes dans cette entreprise, puisque alternance, ensuite CDI avec le parcours DEC, le stage d'expertise comptable, et diplômé il y a 2 ans et demi. En échangeant rapidement là, juste avant la discussion, et moi j'aime bien ne pas trop en savoir sur mes invités pour aussi attiser ma propre curiosité. T'as fait de la relation client. J'ai fait de la relation client. Tu as fait de la prod. Tu as géré la croissance du cabinet, en tout cas à Lille. Ça fait beaucoup de choses, en tout cas, entre guillemets, en si peu de temps.
si je pourrais le dire comme ça. Aujourd'hui, tu as une fonction que, franchement, quand tu m'en parles, je me dis, ok, avec un deck, tu peux faire ça. Là, tu viens de m'apprendre quelque chose. Donc, il faudrait qu'on puisse aussi creuser ton job actuel. Qu'est-ce que tu as découvert quand tu es arrivé à l'époque, avant Number? Parce que tu es arrivé en 2016. C'est ça. Et donc, c'est quoi l'envers du décor? Qu'est-ce qui se passe? Et comment le cabinet aussi a évolué au fur et à mesure de son évolution? L'envers du décor, c'est que ça a toujours été, et c'est toujours le cas aujourd'hui, une boîte hyper dynamique. Je dirais presque trop dynamique. Ça veut dire qu'on part du principe qu'il vaut mieux bouger, essayer, se prendre les pieds dans le tapis, et puis, dans le pire des cas, on va apprendre, que de s'enliser dans l'immobilisme. Ok. Donc la boîte, elle a toujours bougé, et parfois, à mon sens, elle a voulu aller trop vite. Ça veut dire que quand j'étais en alternance, certes, à l'époque, sur des tâches de prod, ça allait trop vite, à mon sens. J'avais l'impression que la croissance, elle n'était pas maîtrisée. Quand tu dis trop vite, ça veut dire que tu as trop de clients à générer d'un seul coup, et donc il faut que tu les gères, et là, tu te retrouves avec 50 dossiers, tu sais pas la comment boîte faire. un petit peu victime de son succès, où vraiment, si on voulait, on pouvait embaucher tous les 2 mois, parce qu'on avait des nouveaux clients. Mais attention, parce que l'envers du décor, c'est que la qualité se dégrade, c'est que ça demande des efforts aux personnes des équipes, ça nécessite aussi beaucoup de formation, parce que des nouveaux clients, donc des nouvelles problématiques. Faire tout ça dans un laps de temps si court, c'est pas évident. On a de la chance, la boîte, elle a toujours marché parce que elle est pleine de personnes qui sont hyper investies et hyper compétentes, mais à un moment donné, on a quand même été conscient de nos erreurs, on a ralenti un petit peu, donc on a revu notre politique commerciale, on a mis des choses en place pour qu'à l'avenir, on soit prêt à réaccélérer, et j'ai vécu toute cette transition qui était hyper intéressante, et j'ai eu des opportunités avec ces transitions de prendre ma place à chaque endroit, d'apporter ce que j'aimais faire et ce que je savais bien faire. Et franchement, j'ai vu une boîte qui a pris conscience de ses défauts, qui s'est transformée. C'est pas évident de prendre conscience de ses défauts parce que il faut être capable de faire une certaine autocritique, et qui s'est transformée à partir de 2017-2018. Donc ce que je dis souvent, c'est que franchement, quand j'étais en alternance, je me voyais pas aller ailleurs, mais j'aurais eu toutes les raisons de le faire. Et Donc, aujourd'hui, ces raisons, elles n'existent plus. Donc ça veut dire que, alors c'est hyper intéressant, ça veut dire que ce qui t'a fait tenir à l'époque, c'est que, bon là je lis un peu entre lignes, après tu me dis si je suis ok ou pas, Ouais. t'avais toutes les bonnes raisons de partir, parce que t'as un flux de travail qui est trop important par rapport à la capacité de pouvoir le délivrer, Oui. donc la qualité, elle devient éclatée, les gens ils se plaignent, etc. Ça c'est un problème, mais quand même, t'es entouré de gens qui sont dans le mouvement, Ouais. qui sont intelligents, Oui. et donc ça, est-ce que ce sont ces éléments-là qui t'ont dit ah peut-être que en fait demain ça peut changer? 2 choses qui m'ont fait rester. Déjà, j'ai toujours trouvé que la boîte, elle était intelligente. Ça veut dire que elle apprend et elle arrive à avoir conscience de tout ce qu'elle a mal fait. Et tu as déjà dû entendre parler de Régis, qui est dans l'aventure depuis le début. Une fois, Régis m'a dit un truc qui m'est resté. Il a dit, si un jour on vous passe une consigne et que la règle, elle est conne, surtout dites-le nous. Soyez en capacité d'avoir cette honnêteté avec nous. J'ai jamais eu à l'appeler jusque-là, mais je l'ai toujours gardé dans un coin de ma tête, et j'ai cette liberté de dire quand quelque chose ne me semble pas aller dans le bon sens. Et j'ai toujours été en adéquation avec la vision de la boîte. C'est-à-dire que même quand c'était plus compliqué, je voyais que c'était réfléchi et que on allait pouvoir mettre de l'huile dans les rouages aux endroits où ça le nécessitait, que ça allait mieux se passer. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est les équipes. On a des équipes qui ressemblent à la boîte, donc qui ont envie de se donner. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce terme dans tes discussions avec Arnaud. J'essaye, dans la mesure du possible, de pas trop utiliser le terme collaborateur. Je préfère le terme intrapreneur, parce que c'est quelque chose qu'on utilisait beaucoup en interne. Collaborateur, il y a toujours cette petite suspicion où tu es en train de suivre quelqu'un, tu collabores avec, donc tu es en train de le suivre. Et il y a peut-être un degré hiérarchique. Alors que intrapreneur, c'est vraiment... tu peux intraprendre tout seul, à condition que ce soit bon pour la boîte. Prends des initiatives, et puis nous, on te laisse les clés pour le faire. On verra bien si c'était la bonne solution ou pas. Donc les équipes libres, la vision du groupe, de l'entreprise, et cette intelligence dans toutes les décisions qui sont prises, ça a forcément apporté que du positif. D'ailleurs, je rebondis tout à fait. Je partage aussi le point de vue sur la partie collaborateur. C'est une terminologie qui existe. Oui. Tu vois, il n'y a pas de problème. Mais j'aime bien cette idée de
de changer la terminologie pour mettre à peu près tout le monde au même degré d'égalité. Oui. Je trouve que c'est intéressant. D'ailleurs, nous, chez Counter et les Geeks des Chiffres, on a utilisé un terme qu'on appelle les coéquipiers. Tu vois, genre, t'es une team, en fait. Et, chacun a son job, mais du coup, c'est une équipe, quoi. Exactement. Qui vont, et la sémantique, ça a beaucoup d'importance quand je même. trouve aussi. Parce que dans l'expertise comptable, il y a eu un débat il n'y a pas si longtemps que ça sur expert comptable stagiaire ou pas. L'air de rien, les mots que tu emploies, ça renvoie quelque chose. Donc, je trouve que c'est important. Hyper clair. À un moment donné, tu emploies le terme « il a fallu ralentir » pour repartir. Alors, ça veut dire quoi, ralentir pour repartir? Et comment ça se vit en interne? Ralentir pour repartir, c'est que quand je suis arrivé en alternance, on travaillait avec tous les secteurs d'activité. Au bout d'un moment, quand on a pris conscience qu'on allait trop vite et qu'on allait peut-être dans le mur, on s'est dit « Ok, on va se spécialiser. Désormais, tous nos nouveaux clients sur la marque Number ne seront que des prestataires de services. » Pourquoi ? Parce que c'est ces clients-là qui sont les plus ravis par notre accompagnement. C'est pour ces clients-là que les outils qu'on utilise sont les plus performants. Et donc, on va faire que ça. Mais pendant qu'on fait que ça, on va pas se tourner les pouces, on va se former, on va créer, grâce à l'alternance notamment, des générations cadencées année après année en capacité d'absorber la croissance, donc les nouveaux clients. 2 ans de formation de l'alternance, c'est une mine d'or. Ça veut dire que tu as quelqu'un qui connaît tous les process de la boîte, qui, à l'issue de l'alternance, peut intégrer la boîte en CDI et tout de suite accompagner les clients parce qu'on lui a donné tout le bagage nécessaire. On a mis en place des formations. Donc, on fonctionne avec un catalogue de formations à la carte. Tu peux t'inscrire. Dès lors qu'il y a assez d'inscrits sur une formation, elle est déclenchée, etc. Je ne rentre pas dans les détails. D'un point de vue de notre fonctionnement en interne, on a utilisé les squads qui nous ont permis de responsabiliser les gens, de travailler l'autonomie. On pourra revenir après sur comment ça fonctionne parce que ça, c'est hyper important dans la fluidité dont la boîte fait preuve aujourd'hui. Et pendant ce temps-là, donc pendant le temps où on a ralenti, ça nous a permis de vraiment construire une capacité à l'avenir, et c'est le cas aujourd'hui, retravailler avec plus de secteurs d'activité. Donc maintenant, depuis un an et demi, Number a réélargi son champ des possibles et on travaille à nouveau avec presque tout le monde. Ah, je comprends parce que tu vois, j'allais te poser une question. Comment vous l'avez vécu aussi de se dire, ça, c'est avec qui je discutais, purée, avec quelqu'un. J'ai un trou de mémoire. Bref, je discutais avec un expert comptable qui me dit, moi, la spécialisation, j'aime pas. Ouais. Je veux pas. Je veux qu'on soit multigénéraliste, car tu donnes de l'appétit à tout le monde, car tu crées de la diversité intellectuelle. Ah oui, Expert Entreprendre. Oui, c'était Arnaud Giraud de Expert Entreprendre, un cabinet parisien. Et du coup, justement, ils avaient conçu leur team en squad. Mais à l'intérieur de la squad, du coup, ils ne spécialisaient pas les gens. Ils faisaient multi-dossiers, justement, pour leur donner de l'appétence. Toi, quand on s'est dit, on va faire que les prestataires de services, car nos outils et notre accompagnement, il est très adapté pour eux. Oui. Comment tu le vis? Est-ce que tu te dis, ça ne va pas être redondant? Est-ce que tu te dis, ça va pas être un peu chiant, en fait, au final? C'est quoi un peu la thèse? Et qu'est-ce qu'on vous raconte aussi à l'intérieur, tu vois, il y a eu de ce moment-là? Ouais. Il y a eu tous les freins au changement habituel. Ça veut dire que toute la boucle du changement qu'on pourrait refaire, qu'on voit en cours, évidemment, on l'a connu. Il faut faire de la pédagogie, mais on a eu de la chance quand même, c'est que, étant donné qu'avant on travaillait avec tout le monde, on ne s'est pas spécialisé ex nihilo. Les clients qu'on accompagnait déjà sont restés. Et donc, à ce moment-là, on avait quand même un portefeuille client qui était pluridisciplinaire. Donc, on a pu travailler là-dessus. Et d'ailleurs, ça nous a permis d'étoffer nos process. Mais c'est sûr que les premiers retours qu'on a eus, c'était « Ah, mais non, faire que de la prestation de service, on va s'ennuyer. » Pas forcément. Vous allez voir qu'on va pouvoir faire autre chose. Quand on se spécialise, l'avantage, c'est aussi qu'on peut aller plus loin dans le conseil, qu'on peut être plus proactif. Donc, on a fait face à des problématiques nouvelles de conseil de ces professions-là. Mais ça a été très stimulant intellectuellement. Les personnes ont très vite vu l'avantage et côté client et côté intrapreneur. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le client insatisfait quand tu ne maîtrises pas ta croissance, ça plaît à personne. Le client, il n'est pas content, il va t'appeler, il va râler tous les jours, et de façon légitime parfois. Donc là, quand on dit on va travailler à partir de demain qu'avec des nouveaux clients qui sont ravis de ce qu'on fait pour eux, vous allez voir votre qualité de travail,
parce que c'est hyper important chez Number, la qualité de travail, la satisfaction des personnes qui composent les équipes. Votre qualité de travail, elle va s'améliorer aussi par ce biais-là. Au début, on est un petit peu challengé, et au final, ça s'est très très bien passé. Mais vraiment très très bien. Ouais, je vois bien cet accompagnement à apporter à expliquer la raison Oui. et le pourquoi de ce qu'on est en train de faire. Et il faut que l'équipe, elle y croit aussi à ce que vous racontez. Il faut l'incarner. Il faut que l'équipe y croit, mais pour que l'équipe y croit, surtout, il faut pas tricher. Il faut pas mentir, ça sert à rien. Chez Number, vraiment, on communique sur tout. Et moi, à titre personnel, je suis complètement transparent avec toutes les personnes avec qui je communique. En tout cas, j'essaie de l'être. J'en suis peut-être mauvais juge, mais j'essaie de l'être. C'est-à-dire que si on veut que les équipes nous suivent, il faut impérativement qu'on soit transparent dans nos communications, qu'on soit, le cas échéant, qu'on sache dire les choses qui vont bien et qui vont pas bien. Mais il n'y a pas de souci avec ça. À partir du moment où les gens comprennent la vision, et il y a aussi des gens qui n'y adhèrent pas, attention. Oui. Et les gens qui n'y adhèrent pas, ben, si on n'est pas en accord, c'est certainement des gens qui vont avoir envie de faire autre chose. Et c'est arrivé. Moi, j'ai en tête des personnes qui ont quitté l'entreprise. Par contre, j'en ai aucune qui a quitté l'entreprise pour continuer dans l'expertise comptable. C'est-à-dire qu'ils ont tous fait autre chose. Mais ils ont dit, la vision que porte la boîte, là, c'est pas forcément ce que je souhaite faire demain. Donc, on passe à autre chose. Ouais, après, ça fait un écrémage naturel et ça, c'est pas grave. C'est pas grave, il faut toujours le faire dans le respect de la personne et dans l'intérêt du projet professionnel de chacun. Mais c'est des choses qui arrivent. Tu utilises le terme on est transparent dans la communication. Faut dire aussi quand ça va bien, faut dire aussi quand ça va pas. C'est quoi la vraie transparence? Tu vois, jusqu'à quel niveau tu as la transparence, tu vois, pour qu'on puisse aussi comprendre ça veut dire quoi derrière ce mot-là? Tout, vraiment tout. Ça veut dire de la donnée chiffrée jusqu'à la stratégie. Les personnes qui composent les effectifs doivent être au courant de dans quoi elles mettent les pieds. Moi, il y a un exemple que j'ai en tête sur le bureau de Lille. Je te parlais tout à l'heure de comment on fonctionne avec l'alternance. L'alternance, j'ai eu la chance d'en faire dans cette entreprise et qu'ensuite, on me fasse confiance. Aujourd'hui, j'ai envie de rendre l'appareil. Ça veut dire que les personnes qui nous rejoignent en alternance, je fais tout pour que la boîte progresse dans des mesures qui nous permettent d'embaucher à l'issue du cycle d'alternance. Pour les personnes, évidemment, qui le souhaitent et qui le méritent, mais qu'en tout cas, on ait la capacité de le faire. Et donc, je me souviens, pour revenir sur la question de la transparence, qu'une fois, quelqu'un a quitté les effectifs pour faire autre chose de sa vie. Et là, j'ai regardé le prévisionnel du bureau. J'ai dit, ah, ça passe pas. Ça passe pas, il nous manque de la relation client. Mais par contre, il y a quelqu'un qui termine son alternance dans 8 mois. Si j'embauche aujourd'hui pour remplacer, peut-être que la personne qui aura fait 2 ans d'alternance chez nous, on ne pourra pas lui ouvrir cette porte. On a réuni tout le monde, on a expliqué le constat, et on a dit, ça passe pas. Voilà, on veut vous le dire, aujourd'hui, ça passe pas. Est-ce qu'on fait un effort pendant 8 mois, et donc, vous savez que telle personne qui travaillait déjà très bien, dans 8 mois, on a des renforts, et ça devrait mieux se passer, ou alors on embauche tout de suite, parce que vous vous sentez pas en capacité de faire cet effort-là. Et la question était librement posée. On en a échangé un petit peu et on s'est dit, OK, on fait l'effort. On fait l'effort, donc 8 mois où on était à 110-115% de la capacité de travail. Mais on savait qu'à l'issue des 8 mois, tout le monde revenait à une charge de travail plus raisonnable. Et il faut aller jusque-là dans les explications. Ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir de tabou dans l'entreprise. Dès qu'il y a un tabou, les gens vont l'internaliser. Et en fait, je pars du principe qu'il n'y a rien de pire que de se faire du mauvais sang. Donc, te poser des questions sous prétexte qu'on t'a pas donné l'information, mais les gens interprètent, et quand t'interprètes, tu te fais jamais des films positifs. Ah ouais, c'est clair. Tu vas toujours au Là, cauchemar. c'est les 4 accords Toltec là, qu'il faut avoir. On fait pas de suppositions, tu vois. C'est sûr. Ouais, je vois. Hyper intéressant. Et sur les résultats, c'est pareil. Ouais. Parce que sur les résultats, nous, on les donne toutes les semaines. Ça veut dire que on a des objectifs, les squads se construisent des objectifs de façon autonome, et on envoie toutes les semaines un flash des résultats de la semaine écoulée. Et tous les mois, on tient ce qu'on appelle un tribal. Donc c'est en visio puisqu'on est géographiquement éclaté. Mais on donne les résultats du mois écoulé à toute la tribu, sans aucun tabou, à nouveau. Sans aucune rétention d'informations. Exactement, en fait. vraiment. Okay. De toute façon, il y a au moins 2 personnes par squad, donc par équipe,
qui a accès en temps réel à toutes ces informations. Hmm. Donc, on ne pourrait pas faire de la rétention d'informations, même si c'était un souhait, aussi bête soit-il. Et donc, on donne les infos à tout le monde et on se projette aussi. À tel endroit, ça s'est moins bien passé, voilà les actions pour le mois à venir. Hyper intéressant. J'ai souvenir d'un terme qu'on employait souvent aussi dans le monde des startups, qu'on appelle la transparence radicale. Ouais. Alors, il y a ce terme radical que je trouve un peu trop fort, mais est-ce que parfois la rétention d'informations, on ne devrait pas la faire si ça profite au groupe, tu vois? Peut-être qu'il y a des éléments qu'on ne devrait pas dire car ça pourrait leur faire peur inutilement. Tu vois ce que je veux dire? Pour se dire jusqu'à où on va, jusqu'à la transparence. Toi, tu dis jusqu'à tout, Oui. mais peut-être parce que tout va bien. Tu vois ce que je veux dire? Entre guillemets. Donc, quand ça va pas, est-ce que des fois, tu as tout intérêt à donner une espèce de pointe négative à tes équipes? Là, je balance comme ça une histoire, mais peut-être qu'il y a des moments qui étaient beaucoup moins faciles et que vous avez quand même communiqué dessus. Donc, ce serait aussi pour avoir ta lecture jusqu'à à ce niveau-là, tu vois. Je préfère créer les conditions d'un échange qui sera dans tous les cas possibles que de me dire attention, ce truc-là, ça peut brusquer, ça peut frustrer, ça peut générer des conflits. Il vaut mieux le taire. Parce que on est aussi dans une boîte où je pars du principe que tout va finir par se savoir. Pourquoi ? Parce qu'on se fait confiance. On ne peut pas demander aux équipes d'être main dans la main à longueur de journée, de travailler ensemble, de travailler la cohésion, l'entraide, etc. Et puis que sur certains sujets, il faille ne pas le dire aux voisins. Donc je pars du principe que tout va se savoir. Si tout va se savoir et qu'à un moment tu as décidé de le taire, t'as fait pire que mieux. Donc je préfère créer les conditions de, à chaque moment, peu importe le sujet, je suis en capacité de communiquer. Et par contre, ces conditions-là, elles ne sont pas toujours évidentes à créer. Mais si elles sont réunies, au moins tu peux tout dire. Ouais, je partage 1000 fois ce point de vue. Là, je parle juste d'une expérience personnelle où au sein de l'équipe, on a une nouvelle qui est pas incroyable. Et alors, on leur dit, écoutez les gars et les filles, là, il va falloir qu'on sorte 200K dans les prochains mois. Donc 200K pour nous, c'est pas facile et on doit tout autofinancer. On n'a pas levé des fonds, on n'a pas fait d'emprunt, ce genre de choses. Et donc, voilà ce qui va se passer pour les X prochains mois, tu vois. Et c'est assez marrant parce que, tu vois, de cette mauvaise nouvelle, du coup, les synergies et l'implication, ça déborde. Ça décuplé. Et la créativité et l'engagement, il est décuplé. Ce qui fait que, en fait, de quelque chose qui paraissait difficile, en fait, c'est transformé en opportunité parce que la qualité, l'exécution, l'énergie, etc. et l'engagement des équipes, du coup, il est plus fort. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu voir aussi en interne. On a créé justement ce truc où on disait, vas-y, transparence. Du coup, tu vas balancer et tu joues carte sur table, quoi. Et si tu n'avais pas fait cet effort-là, tu aurais eu les mêmes enjeux, mais sans les côtés positifs que tu viens de lister. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, toi, du coup, tu vas les prendre pour toi. Oui. Ce stress, tu vas pas le partager avec les autres. Tu vas le garder que pour toi. Et du coup, je trouve que c'est aussi intéressant de créer cet équilibre, tu vois, qu'il n'y en ait pas un qui prend tout le stress et les autres, ils prennent tout le côté positif. Je pense que c'est... Et après, il faut quand même avoir conscience que dans les équipes, tout le monde ne réagira pas de la même façon. On est d'accord. Donc, il y a certaines personnes avec lesquelles il va falloir faire de la réassurance, réexpliquer les choses, passer une deuxième fois. Les profils disques, je te les fais pas, mais dans la façon de dire les choses, il faut aussi faire attention de s'adresser à tout le monde de façon différente, parce que tout le monde ne reçoit pas l'information de la même façon, et c'est toujours important que l'émetteur et le récepteur soient sur la même longueur d'onde. Masterclass. Sinon, le message passe pas. Non, mais c'est vrai. Mais juste, il faut pas avoir peur de parler. Enfin, il y a tellement de problèmes qui peuvent se résoudre si on avait au préalable communiqué que n'ayons pas peur de ça. Moi, je dis toujours à mes équipes, je vous en voudrais jamais de me faire part d'un problème. Par contre, si vous le gardez pour vous, je suis pas devin. Je peux rien y faire. Ouais. Et dites-moi les choses, en fait. Mais alors, du coup, comment tu as réussi à créer ce cadre, ce qui fait que, écoute, Flavien, moi, si j'ai un problème, je peux, sans tabou, venir te voir. Qu'est-ce qui a fait que ça a créé ce cadre-là ? Tu vois, parce que souvent, on pourrait voir que dans certains cabinets, alors je vais reprendre la terminologie. Alors, je ne sais pas si tu l'as dit dans l'enregistrement ou juste avant, tu m'as dit, moi, mon job aujourd'hui, c'est 90% de management. Oui. Donc, ça veut dire que tu es forcément en contact avec les gens. Et le management, on ne l'apprend pas dans les études comptables et financières. Un petit peu, mais oui, c'est théorique. Alors oui, pas comme on l'entend, quoi. Permettre aux gens de bien faire leur travail, etc. Je crois qu'il y a une citation où, je sais pas, peut-être tu l'as déjà entendu ou même dans ton entourage.
t'inquiète, la porte, elle est toujours ouverte, tu peux venir me parler. Par contre, tu as quand même peur de venir le voir. Oui. Tu vois. Alors, comment justement, toi, tu permets à la personne que la porte soit réellement ouverte, mais que la personne n'ait pas peur de la franchir pour venir te parler? J'ai pas de problème de porte. On est en open space. Ouais, mais non, mais au-delà de ça, je comprends la question. J'essaye d'être une seule personne. À titre personnel, hein, puisque là, je te parle de comment moi je procède. J'essaye d'être une seule personne. Ça veut dire que au bureau, quand tu arrives, tu as quelques marches à monter. Et quand je monte ces marches, j'arrive dans le bureau, je suis Flavien, expert comptable, leader, et tu peux venir me parler. Et quand je descends ces marches, je suis Flav, on peut aller courir ensemble, on peut aller à la piscine, j'ai fait le tour du Mont Blanc avec des collègues. Ok. Et ça sert à rien que ces deux personnes-là, Flavien et Flav, soient des personnes différentes. C'est déjà assez compliqué d'être une bonne personne pour essayer d'en être deux différentes à la fois. Donc, j'essaye de créer un climat de confiance avec les personnes avec lesquelles je bosse, mais j'essaie pas de le créer de façon feinte. C'est pas le but. Je veux juste être moi-même, que la personne en face se sente en capacité d'être elle-même aussi, sans être dans une bulle professionnelle qui l'inviterait à être quelqu'un d'autre. Et à partir du moment où tu es naturel, je suis naturel, on se dit les choses, franchement, ça devrait bien se passer. Et j'aime pas l'idée de... tu sais, de tout à l'heure, on parlait des profils disques, et des fois, on te ressort un profil professionnel, un profil personnel. Et on te dit, voilà comment t'es au bureau, voilà comment t'es dans la vie. Sous-entendu, la vie perso. Non, en fait, voilà comment tu es tout court, mais les deux vont ensemble. J'ai du mal avec Ouais, je comprends. le vie pro, vie perso. Je pense que comme tu es dans un environnement différent, je pense que tes zones de personnalité, elles sont un peu plus tirées qu'à d'autres endroits, parce que c'est peut-être pas non plus le même stress, la même énergie, le même enjeu. Tu vois, mais je vois bien, nous, les profils disques, je les connais bien, mais on les fait passer à tout le monde aussi, tu vois, donc ça permet de bien communiquer à la bonne personne, de la bonne manière. Je te rejoins, il faut être la même personne tout le temps, en tout cas, c'est ce que je pense, mais il faut réussir à être caméléon. Ça veut dire que tu es le même caméléon, juste tu t'adaptes au décor, bien sûr, à certains endroits. Et ça, c'est hyper important, par contre, parce qu'il ne s'agit pas de faire des vagues au moment où c'est pas utile. Mais par contre, juste, et à nouveau, c'est peut-être pas moi le meilleur juge de tout ce que je suis en train de te raconter, mais j'essaye d'être toujours la même personne. Alors ça, c'est hyper vertueux ce que tu dis. Je faisais un podcast, alors je pense qu'au moment où on est en train de l'enregistrer, toi et moi, alors, il n'est pas encore sorti, mais il va sortir avant le tien, avec une psychologue du travail, et justement qui parlait de ce masque social que tu vas avoir. Et donc, du coup, tu vas pas être 100% toi-même, et en étant pas 100% toi-même, tu crées pas... Alors, je vais reprendre à l'inverse. C'est qu'est-ce que tu ferais si tu étais 100% toi-même sans avoir peur d'être jugé? Du coup, en fait, tu serais beaucoup plus libre. Tu ferais des erreurs. On accepterait que, quelle que soit ta fonction dans l'entreprise, viens, tu me parles, je suis Flav, on va faire le Mont Blanc, mais en fait, je monte les escaliers, tu peux venir me voir de la même manière, quoi. Exactement. Tu vois? C'est l'idée, en tout cas. Ok. En tout cas, je vois bien cette idée, et je vois bien à quel point c'est puissant, parce que personne n'est parfait. Non, c'est clair. Et on arrive à connecter aussi avec les gens quand on connaît aussi un peu leurs faiblesses, et qu'on voit aussi un peu comme ils sont sincèrement. Et tu vois, des fois, des personnes me posent la question, mais c'est pas trop dur, parce que du coup, au mois de juillet, tu te retrouves à aller faire le Mont Blanc avec des personnes qu'au mois de septembre, tu manages. Mais non, en fait, c'est encore plus simple. T'imagines c'est ouf, ça. Comment je connais cette personne parce qu'on a fait des journées de 9 heures de marche ensemble. Donc le jour où il va falloir lui dire quelque chose, qui de mieux placé que moi pour aller lui dire? Comment t'as appris tout ça, Flavien? Comment t'as senti que c'était comme ça qu'il fallait faire? On a fonctionné comme ça avec moi. Par mimétisme, je me suis dit, tu vois, la boîte, elle n'était pas parfaite, on l'a dit tout à l'heure, il y a eu quelques années compliquées, mais en tout cas, j'ai toujours senti de la bienveillance, humainement. Et je me suis dit, cette bienveillance-là, il faut que j'arrive à m'en imprégner, à en faire aussi mon fer de lance, et à être comme ça avec tout le monde. Et toi, ça t'a fait du bien de le voir, qu'on te fasse ressentir ça? Est-ce que ça t'a rassuré? Ça t'a donné quoi comme émotion? Ça m'a fait du bien, mais même au moment où ça devait me faire du mal. Je m'explique. Ça veut dire que à chaque fois qu'on était bienveillant, clair avec moi, je me suis dit, ok, trop bien, feedback positif, merci. Franchement, je sentais de la reconnaissance. Et donc, c'est toujours gratifiant. Et à chaque fois que je faisais une connerie,
on me le disait avec la même humilité et la même... Intonation, voilà, peut-être. c'était pas humilité le terme que je cherchais, mais en tout cas, on me le disait de façon claire, tu vois. Et écoute, Flavien, là, t'as merdé. Ah oui, on va pas chercher midi à 14h. Mais quoi. non, et Flavien, là, t'as merdé, toujours en respectant ma personne. Mais c'est pas comme ça que t'aurais dû faire. Et pas de langue de bois. Donc, derrière, je suis pas en train de me dire attends, qu'est-ce qu'il voulait me dire véritablement sur quoi j'ai merdé. Est-ce que c'était le point A ou le point B? Non, la communication était claire. Et en plus, la personne comprenant mon fonctionnement sait m'expliquer pourquoi j'ai merdé et comment on fait en sorte que ça se reproduise plus. Masterclass. Ça, je pense que c'est méga vertueux pour créer aucune inertie aussi dans le monde du travail. Parce que tu pousses sur un truc, vas-y, ça marche très bien, continue. Et puis quand ça va pas, bah vas-y, on va pas attendre, quoi. Je vais te le dire. C'est clair. Mais du coup, ça nécessite aussi de la pédagogie pour pas tourner autour du pot en mode ah, mais attends, peut-être que tu sais, t'as peur de dire à quelqu'un, tu sais, c'est pas facile, c'est pas non plus facile aussi, Non, tu c'est vois, pas facile. de se dire bah tiens, faut que je lui dise à cette personne qu'elle a mal fait son travail. Mais imagine que cette personne, elle a aussi, tu sais, elle est peut-être un peu froide ou un peu vénère. Donc tu sais comment tu fais pour briser la carapace, tu vois, et pour aussi avoir le courage de lui dire. Deux choses. Arnaud, puisque tu le citais tout à l'heure, a dû te parler des formations Gordon Ouais. qu'on a utilisées sur la T'as fait, plupart toi des managers. J'ai Ok. participé à la formation Gordon. Niveau 1 pour l'instant, j'attaque le niveau 2 bientôt au moment où on enregistre. Je l'ai fait, ça donne plein de clés. Ça donne plein de clés pour de la communication efficace et de la communication bienveillante. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que, surtout, quoi qu'on fasse, je ne juge jamais les gens. Enfin, quelqu'un peut faire quelque chose de mal au travail et que j'ai besoin de lui dire. Et peut-être que le jour où je vais le dire, cette personne sera fermée. Je suis pas censé savoir ce qui se passe dans sa vie à côté. Si j'y vais frontalement, si je juge la carapace que cette personne, dans laquelle cette personne s'est lotie, sous prétexte que j'ai quelque chose à lui dire et que j'aurais bien aimé qu'elle le réceptionne autrement, je vais me tromper. Je vais m'en mordre les doigts. Alors que si je me dis, ok, je sais pas ce qui se passe dans sa vie à côté, moi j'ai besoin de faire passer un message, je vais l'écouter et au-delà de ça, je vais l'entendre avec les techniques de communication Gordon. Par contre, je vais pas oublier mon message à moi. Ça veut dire que si moi j'avais un message à faire passer, j'ai aussi un besoin et il faut que ce besoin soit respecté. Donc je vais prendre le besoin de l'autre, je vais prendre le mien, et puis avec les exemples qu'Arnaud avait donnés dans le podcast que j'ai écouté, que vous avez tourné ensemble, tu arrives à éplucher l'oignon, c'était l'expression que vous aviez utilisée, et à trouver véritablement sur quel point peut se situer le désaccord. Du coup, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y a plein de sciences sur le management, plein de théories, plein de trucs. En fait, en gros, tu pourrais, en fait, c'est pas si compliqué que ça, entre guillemets. Entre guillemets, je dis bien. Attention. Entre guillemets. De bien identifier quel est le besoin Oui. de chaque personne et qu'avec intelligence et humilité, on puisse se dire bah, comment allons-nous faire ensemble pour répondre aux besoins de chacun. C'est ça, et il reste une clé à avoir, c'est se faire confiance. Oui. Et tu avais aussi, tout à l'heure, tu as cité Louise, et il y a Florent qui était intervenu dans le podcast, et Florent disait, et je le rejoins là-dessus, moi, par défaut, je te fais confiance. Ça veut dire que si tu intègres les équipes, ça veut dire qu'à un moment donné, soit moi, soit quelqu'un à qui je fais confiance, a décidé que l'entreprise t'accordait sa confiance pour que tu nous rejoignes. Donc, quand tu es là, je vais pas commencer à aller te chercher les problèmes. Je te fais confiance. Et dans le pire des cas, je touche du bois pour que ça se passe pas, la confiance, elle va diminuer si ça se passe pas comme prévu. Mais par contre, initialement, je te fais confiance. Ouais, et dans les communications, si on met la confiance, qu'on épluche l'oignon ensemble et que en plus on arrive à avoir des discussions qui sont naturelles parce que moi je suis toujours la même personne et toi aussi, qu'on soit au bureau ou en dehors, franchement, je dirais pas que c'est simple, mais le terreau il est fertile, quoi. C'est intelligible, ouais. Ok. Donc, mais du coup, ça c'est une culture à avoir et c'est une culture à faire transparaître ou transmettre, pardon, à des gens qui veulent te rejoindre. J'aimerais du coup qu'on aborde cette partie culture d'entreprise. Avec plaisir. Parce que tout le monde ne sera pas... Ils vont dire, mais ils sont lunaires. Tu vois, il y a des gens qui peuvent se dire, ça n'existe pas. C'est pas possible. Et tu sais que il y en a, parce que pas plus tard que la semaine dernière, j'ai eu, alors il me l'a pas dit directement, mais est arrivé à mon oreille qu'un confrère estimait que la culture d'entreprise, et lui il prenait l'exemple des after-work, ça doit pas exister.
que aller boire un verre avec ses collègues en dehors du taf, je prends cet exemple-là, mais ça pourrait être le sport, ça doit pas exister parce que le pro, c'est le pro, le perso, c'est le perso. Bah ça, c'est sa culture à lui, en fait. Ça, c'est sa culture à lui. Et bah, nous, elle est totalement différente. Moi, un truc que j'adore utiliser comme formule, c'est le plus important, c'est de créer des souvenirs. J'adore cette formule parce que vraiment, quand je rentre chez moi, je vais expliquer à personne que j'ai fait 20 déclarations de TVA et 3 bilans. On s'en fout. Par contre, si la boîte, elle m'a permis de m'épanouir, de vivre des moments où j'étais mort de rire, de participer à des activités ou à des team building, là, ça, je vais le raconter à tout le monde. Et je le raconte tellement que des fois, mes potes, ils me disent « Mais vous travaillez jamais, en fait. » Mais si, justement. Et on travaille d'autant plus que la boîte nous apporte tout ça, donc on a envie de le faire. C'est un petit peu comme c'est la nostalgie quand tu rentres de vacances, tu es dans la voiture, tu te dis « Ah, ça y est, c'est déjà fini. » Et en même temps, tu as envie de réutiliser toute l'énergie dans l'année qui arrive pour avoir le luxe de repartir en vacances. Tu sais, parce que tu as eu ce souvenir-là. Et donc, vraiment, créer des souvenirs ensemble, des trucs vraiment collectifs et emblématiques, moi, j'y accorde beaucoup d'importance et ça fait aussi partie de notre culture. Donc là, j'ai bien noté la citation, le plus important, c'est de créer des souvenirs. Ouais. Ok. J'adore ça. Et parce que tu crées des émotions aussi. Exactement. Mais au final, il n'y a que ça qui reste. Enfin, les émotions. La nostalgie, c'est le luxe des personnes qui ont créé des souvenirs. Et ça, c'est génial. Parce que être nostalgique, ça veut dire « Ok, mais j'ai vécu un moment de ouf. » Donc si moi, à la fin de leur alternance, à la fin d'une période de travail, de la période fiscale ou autre, les gens sont nostalgiques de ce qu'ils ont vécu. Et attention, il y aura forcément des moments de labeur, mais il faut les assaisonner. Et à partir du moment où tu mets les bons ingrédients pour que on retienne autre chose, et notamment les émotions positives, alors tout le monde aura envie de se donner à nouveau pour que on accède aux nouvelles vacances d'été. Ouais, je vois. Mais je pense que dans le bon monde du travail aussi, aujourd'hui, c'est, tu vois, ces espèces de petites briques, c'est aussi un peu pour ça que je milite aussi avec Counter et que j'ai aussi envie d'avoir des personnes comme toi qui ont vécu cette expérience pour que chaque auditeur qui puisse l'écouter, si c'est des dirigeants de cabinet, au moins planter quelques petites graines, tu vois, de se dire, ok, peut-être que cette citation, le plus important, c'est de créer des souvenirs. Du coup, comment toi tu vas faire pour que tes équipes, tu peux leur véhiculer des souvenirs qui soient positifs et pas des souvenirs qui soient genre ah ouais non franchement lui je me rappelle il m'a saigné quoi quand j'ai travaillé avec lui ou avec elle, tu vois. Oui, c'est ça. Il faut toujours faire attention à ce que tu vas renvoyer et à ce que tu vas faire vivre comme expérience émotionnelle aux personnes. Ça c'est hyper intéressant d'aller jusqu'à ce niveau-là. Je trouve que c'est une étape en fait c'est les prémices qui va engager quelqu'un à travailler encore mieux. Donc, en fait, ça aura un impact positif pour la productivité de l'entreprise, puisque la personne, elle sera plus engagée. En fait, c'est pas... Moi, je vois plutôt comme un espèce de cercle vertueux. Tu fais pour tes collabs parce que tu veux vraiment le bien pour eux, mais eux, ils seront bien, donc ils feront aussi bien pour l'entreprise. Toi, en tant que dirigeant associé, ça va refléter sur toi, ça va aussi refléter sur tes clients. Et en fait, c'est un écosystème qui se nourrit, quoi. Exactement. Les mauvaises langues pourraient dire... Ah ouais, mais vous faites tout ça. Greenwashing, voilà, c'est comme ça, tu vois. Vous faites tout ça pour que, en gros, les gens donnent toujours plus. Non, pourquoi tu veux nous prêter des mauvaises attentions? On le fait parce qu'on a envie que les gens se sentent bien. Et venir au taf en moonwalk, c'est quand même mieux que de venir au taf entrer dans les pieds. Ou t'as mal au ventre, tu te dis purée, je vais le voir, lui, il va me perturber, quoi. Et moi, je me bats pour ça, pour que les gens soient contents de venir au travail. Et forcément, si t'es content de venir au travail, et que en plus, ce que tu fais professionnellement, c'est épanouissant, alors ça peut que bien se passer. Ça peut que se refléter sur la satisfaction des clients, et c'est vertueux pour tout le monde. Ok, hyper clair. Revenons sur des étapes précédentes. Alors non, on continue un peu sur cette culture d'entreprise. Si on pourrait la définir, si toi tu pourrais la verbaliser avec tes propres mots, peut-être pas ceux qu'il y a sur le site internet, mais plutôt les siens. Comment toi tu perçois la culture d'entreprise et les valeurs de Number? Ok. Et ce qui est sensible pour toi aussi, tu vois. Plusieurs choses. L'autonomie d'abord. L'autonomie, mais attention, parce que autonomie, ça veut pas dire on te laisse tout seul. On a plein de choses pour encadrer toutes nos équipes. Mais ça veut dire que on te fait tellement confiance que tu peux prendre des responsabilités. Donc ça, c'est... Peut-être que j'ai ajouté une deuxième brique. La prise de responsabilité, la prise d'initiative, ça aussi, c'est beaucoup dans la culture Number. C'est à partir du moment où
tu envisages de faire quelque chose parce que de ton point de vue, c'est bon pour la boîte, alors fais-le. Si tu as besoin qu'on t'accompagne, viens en parler à quelqu'un. Et à ce moment-là, on te donne des conseils, on va t'aider à mettre en place ton idée, mais fais-le. Et si tu te trompes, c'est pas grave. Dans le pire des cas, on aura appris. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose sur la culture d'entreprise Number, c'est le partage des responsabilités. On fonctionne en squad, on l'a dit tout à l'heure. La squad, elle s'articule autour de 2 principes fondamentaux. Le premier principe, c'est qu'elle doit être en nombre suffisant pour balayer l'intégralité du parcours client de façon autonome, donc de A à Z. Et le deuxième principe, c'est que par contre, elle doit être en nombre assez restreint pour faire une soirée pizza à l'improviste. Si la soirée pizza, c'est trop compliqué à organiser, c'est que ta squad, elle est trop grosse. Et en ayant des collectifs réduits de personnes, tu peux t'assurer que, 1, tout le monde s'intègre, donc tout le monde trouve sa place. 2, tout le monde va participer, donc va pouvoir prendre des responsabilités. Et si tu fais tout ça, humainement, ça va bien se passer. Parce que les difficultés humaines naissent de frustration sur les à côté et de parfois des jalousies ou ce genre de choses. Donc l'autonomie, la première chose, le dynamisme et la prise d'initiative, la deuxième chose, et la responsabilité, la responsabilisation, notamment à l'intérieur des squads. Quelles ont été les initiatives marquantes que toi tu as prises de ta propre décision? Est-ce que tu aurais un cas d'usage à nous partager dans toute ton expérience chez Number? Pour le management? N'importe quoi, tu vois. Où là, ça a été à la fois entendu, mis en application, ou quelque chose qui t'a vraiment challengé, tu vois, sorti de ta zone de confort. Si tu avais ça à nous partager. C'est pas véritablement quelque chose qui m'a challengé, mais c'est un truc, je me suis dit, je peux le mettre en place facilement et je vais le faire parce que j'aurais pas d'intérêt à ne pas le faire. J'ai lu un bouquin que j'adore qui s'appelle Pourquoi nous dormons. Peut-être que tu en as déjà entendu parler. Et il est bleu, fait par un docteur. À Harvard, là. Ouais, je l'ai lu cet été. Oh, la masterclass. Son nom m'échappe, le nom de l'auteur m'échappe, mais en tout cas, le bouquin, vraiment, j'ai adoré. Incroyable. Et à un moment, il explique que face au sommeil, on n'est pas tous égaux. Et j'avais, comme tout le monde, en tête que il faut être un fou de travail, vraiment génial, la personne qui arrive à 8h et qui part à 20h. Mais en fait, pas du tout. Parce que, à niveau de compétences égales, entre la personne qui aura dormi 5 heures et la personne qui en aura dormi 8, c'est la personne qui en aura dormi 8 qui sera la plus productive et qui fera mieux son travail. Et donc, il donnait quelques tips dans ce bouquin que les entreprises peuvent appliquer plutôt facilement. Et notamment, c'était pas de réunion trop tôt. Sinon, vous ne laissez pas la possibilité aux personnes d'arriver plus tard. Et nous, tu sais qu'on a une culture, on prend tous les codes qu'on juge utiles de l'entreprise libérée. Tu travailles à peu près quand tu veux, tu travailles de où tu veux. Mais là, je me suis dit, OK, dans mon équipe, il n'y aura plus aucune réunion d'équipe avant 11h. Et ça ne veut pas dire que les gens arrivent à 11h, mais ça veut dire qu'au moins, si tu as le besoin vraiment... humain, tu n'y peux rien, d'arriver à 9h30, tu pourras le faire. Et il n'y a pas Flavien qui t'a mis une réunion à 9h qui fait que tu vas devoir te lever plus tôt et qu'au final, quand on dit dans l'entreprise les horaires sont libres, elles ne sont pas libres parce que Flavien, il te met une réunion à 9h30 2 jours sur 5. Quoi. À 9h, pardon, 2 jours sur 5. Hyper intéressant. Là, tu vois, tu me suscites une interrogation personnelle. Là, je me dis, OK. Je l'ai lu ce bouquin. OK. Il est incroyable. Alors, je vais teaser un peu nos auditeurs qui vont écouter ou ceux qui regardent la vidéo sur YouTube. Si tu voulais un moyen gratuit d'être beau gosse, en pleine santé, ne pas grossir, éviter le stress, dors quoi. Ouais, apparemment, dormir, c'est la clé de tout. Je te jure. Et si tu vois ton niveau d'énergie en fonction de ta nuit, tu vas vite comprendre. Mais moi, je me souviens, quand j'étais ado, je faisais que répéter à mes parents « c'est bon, je dormirai plus tard quand j'aurai le temps ». Mais je pense qu'on l'a tous dit, ça. C'est sûr. Et au final, non, en fait, mais Flavien, c'est hyper important. Non, mais t'as 29 ans, toi. Moi, à 38 ans, là, tu me mets 6 heures de sommeil, je suis au bout de ma life. Là, je suis vénère, là. Là, c'est 8 heures, sinon c'est mort. 8 heures minimum. Ok. Hyper clair. Hyper intéressant. Et j'aime bien cette idée de se dire, tiens, en fait, tu vas respecter le rythme circadien, tu vois, et tu vas laisser le corps se mettre en éveil par lui-même pour qu'à un moment donné,
bah, tu te dis, bah, la réunion, on va la commencer à un certain niveau de la journée pour ne pas casser la physiologie ou le Oui. rythme naturel du corps, en fait. Déjà, et puis pour ne pas casser non plus la philosophie de la boîte qui te dit t'es libre d'organiser ta journée. Ouais, je vois. Mais si on te met une contrainte, en fait, t'es pas libre. Ah, il faut faire confiance aux gens, en fait. Hein. Il faut faire appel en mode, si on te met une réunion à 9h, parce que ça le nécessite, c'est pas que t'es Oui. pas libre, c'est qu'en fait, il y a une exigence aujourd'hui qui fait qu'on Et doit c'est le faire possible, comme hein. Attention, c'est possible. Hein. Ouais. Il faut pas. Dans tout ce que tu fais, attention à où tu mets le curseur. C'est-à-dire que l'extrême est dangereux, mais que ce soit l'extrême positif ou l'extrême négatif, tu peux avoir des problèmes de santé si tu as bu trop d'eau. Alors que normalement, boire de l'eau, c'est Ouais, carrément. tout le monde doit le faire, tu vois. Carrément. Et donc, attention à où on met le curseur. Et il faut être en capacité, je reviens sur l'exemple de tout à l'heure avec Régis, de dire, à ce moment-là, la règle, elle est conne. S'il y a une urgence et s'il y a une réunion à 9h, tout le monde se fait confiance, tout le monde sera là. Parce qu'on sait que c'est exceptionnel. Hyper clair. Et pour répondre à ta question initiale, il y a un truc que j'ai pas encore fait, mais que j'ai envie de faire bientôt, et je pourrais te passer un coup de fil pour te dire comment ça s'est passé. C'est qu'on a parlé tout à l'heure de feedback. Et moi, des feedbacks, j'en fais à mes équipes. Et au cours d'une conversation entre managers qui date du mois de septembre, on s'est rendu compte que ça se faisait pas trop dans l'autre sens. Ah ouais, c'est important. Ouais. Que le manager sollicite ses équipes pour avoir un feedback de lui, son rôle de manager. Et à nouveau, être en capacité d'aller solliciter ce feedback-là, c'est dire, on se fait confiance, critique-moi, mais critiquer dans le sens noble du terme. Tu vas peut-être dire des choses qui vont me plaire, je vais me sentir flatté, et des choses qui vont moins me plaire, mais si ça ne me plaît pas, c'est que vraisemblablement, à un moment donné, ça a été un problème pour toi et que tu l'as mal vécu. Donc autant que je le sache. Et ça, il faut que j'arrive à le déclencher. J'ai pas encore pris le temps de le faire, mais j'ai envie d'aller solliciter les personnes avec lesquelles je travaille pour qu'elles me fassent une critique de mon action. Et le manager, il doit aussi se remettre en question. Ça, c'est indispensable. On a trop vite fait de regarder ce qui va pas chez les autres et de s'oublier. Oui, en plus, comme si on avait une espèce de science infuse parce qu'on avait une position hiérarchique qui était plus forte, alors que pas du tout, en réalité. Et puis j'adore, moi, apprendre des choses de la part des autres. Ça veut dire que je m'enrichis de tout ce qu'on va me donner. Et ça, il faut que j'arrive à le faire. Je ne l'ai pas encore fait. Hyper clair. Je pense que, ouais, c'est vrai. Je pense que dans les one-to-one que tu peux faire avec les membres de ton équipe, alors je te dis pas ça pour toi, mais là, c'est une réflexion plutôt globale. Hein. Se dire, il y a cette phase où moi, je te fais un feedback, it's time for you, tu vois, mais après, maintenant, c'est le temps aussi pour moi d'y passer, entre guillemets. Et je pense que c'est bien de permettre à la personne d'avoir un moment donné où elle peut te faire un feedback sur n'importe quoi. Exactement, et pas toujours un feedback de la part de personnes qui seraient éventuellement au-dessus de toi si on dessine un pseudo-organigramme, mais aussi des personnes sur lesquelles tu as le lead. Oui, bien sûr. Mais en fait, comme Régis te l'a dit à une époque, si on te donne une directive mais que tu la trouves hors sol, bah vas-y, dis-le, quoi. Dis-le. Tu vois ? Ouais, je vois. Hyper intéressant. Mais du coup, je pense que le bon moyen de créer le vrai rendez-vous, c'est lorsque tu fais des rendez-vous avec des one-to-one ou avec des membres de ta team, et bah du coup, tu inverses la tendance. Là, c'est ton tour de me faire le feedback. Exactement. Tu vois ? Ça, je pense que ça peut être intéressant. À essayer aussi. Mais aussi, moi, je pense qu'au sein de l'équipe, je leur dis, s'il y a un truc qui va pas, moi, j'adore quand tu me contredis. J'adore quand tu me contredis parce que ça me permet de réfléchir, en fait. Et moi, j'ai pas d'ego, en fait. Je m'en fous. Contredis-moi, je m'en fous. C'est pas un problème. Mais du coup, je pense que l'instrumentaliser dans le moment, je pense que ça peut être intéressant. Bon, écoute, on se donnera des nouvelles. Exactement. C'est ça, Flavien. Hyper clair. Hyper intéressant. Tu vois, ce monde de travail, ces relations humaines, en fait, tout ce que tu racontes depuis tout à l'heure, tu vois, ça paraît tellement simple. Oui. Tu vois, il n'y a rien d'ingénieux, en fait, entre guillemets. Mais c'est tellement difficile à mettre en place parce que tu es tellement conditionné et structuré à penser de manière très différente, pyramidale et tout, tu vois. Ce qui fait que tu te dis, mais comment ça peut marcher ? Et quand j'écoute Arnaud la fois passée, qui me dit, mais en fait, EBITDA 30%, tu vois. En fait, il y a pas. En fait, c'est que tout ce qui est inutile dans la relation avec les gens, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de. Et du coup, en fait, tu vires tout ça, bah, du coup, tu gagnes du temps, en fait. Exactement. Franchement, c'est exactement ça. Et nous, on a viré, donc tu parles de système pyramidal, on a viré tout ça du management
il n'y a plus de titre, il n'y a plus d'organigramme. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de leader, puisque Oui, oui. même moi, je suis leader. Et une autre expression que j'aime bien, c'est il ne peut y avoir de vent favorable que pour celui qui sait où il va. Donc ça veut dire il faut quelqu'un qui te montre la direction. Et Ouais, bien sûr. il faut un capitaine. Tu vois, une équipe de foot, il y a un capitaine. Et pour autant, tous les joueurs, il n'y a pas d'organigramme entre eux. Par contre, il y a quelque chose qui fait encore l'objet de discussions, soit entre moi et moi, soit entre moi et mes pairs, c'est le capitaine, dans quelle mesure il doit être dans l'opérationnel. Et ça, c'est pas évident, parce que c'est encore, je pense, une question de où est-ce que tu positionnes le curseur. Mais je suis pas fan du capitaine qui est gardien de but, tu vois, parce que le gardien de but qui va aller voir le défenseur pour lui dire tu cours pas assez, la première remarque du défenseur, ça va être de lui dire ouais, mais toi, c'est quand la dernière fois que tu as couru? T'es gardien de but, tu vois. Ah, je vois. Donc je préfère Oui, je comprends. le défenseur qui est capitaine ou le milieu de terrain qui est capitaine, parce qu'il va être en capacité de parler aux 9 autres sur leur volume de course, et à la limite, il pourra pas s'adresser au gardien de but, mais il parle à 90% de l'équipe. Donc, est-ce que tu continues ou pas à garder de l'opérationnel? Si t'en gardes pas, tu te retrouves à faire patron incognito parce que tu as besoin de savoir ce qui se passe. Et je dis pas que quand tu es leader, il faut à tout prix mettre les mains dans le cambouis tous les jours. Mais il faut faire attention à ce qui se passe sur le terrain. Et c'est une deuxième règle que je m'applique tout le temps. Je refuse pour l'instant de quitter catégoriquement l'opérationnel parce que je veux pas justement qu'on m'appelle pour me dire Flavien, ta règle elle est stupide. Je veux pouvoir le juger moi-même étant donné que je suis encore connecté, quoi. Ah, ok. Donc c'est pour garder ce contact avec le terrain, pour que lorsque tu vas faire des feedbacks, des recommandations, prendre des décisions, tu puisses aussi le faire avec quelque chose de tangible et te mettre en empathie aussi avec les gens avec lesquels tu bosses. C'est trop ça. Ok. Imagine que demain je donne des consignes sur une part du métier que peut-être j'ai vu il y a 5 ans. Le métier, c'est plus le même aujourd'hui. J'ai participé au congrès début octobre et quelqu'un disait au congrès que l'obsolescence des compétences, aujourd'hui, c'est 3 ans. Et qu'en 83, c'était 30 ans. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les compétences, elles sont renouvelées sur un poste Carrément. à peu près tous les 3 ans. Donc si moi, je te dis, sous prétexte que j'ai effectué ton job il y a 5 ans, c'est comme ça qu'il faut faire, en fait, la méthode que je te donne, elle est déjà périmée. Ouais. Et donc, je m'attache à garder une part d'opérationnel pour vérifier que je suis sur la bonne voie. Tu perds aussi en crédibilité avec les gens avec lesquels tu travailles. C'est possible. Ouais, si tu fais des recommandations qui sont hors sujet, quoi. Donc aussi, il y a une part de légitimité dans l'opérationnel. Et je connais des personnes dans nos équipes qui ont fait le chemin inverse, qui, à un moment donné, et c'est pas pour autant qu'à ce moment-là, c'était pas légitime, ont décidé de sortir de l'opérationnel. On a dit d'accord, parce que à ce moment-là, ça s'y prêtait bien. Ensuite, il y a eu un changement de casquette, on revenait un petit peu plus dans du management. Et là, on s'est rendu compte que, en fait, ce truc-là me manque. Je l'ai plus. Et je sens bien que des fois, mes messages infusent moins bien auprès des équipes parce que je suis pas légitime. Hyper clair. Trop bien. Merci beaucoup, Flavien, pour tous ces partages. Revenons à une période de ton évolution. Oui. J'aimerais comprendre comment tu as fait pour passer de la prod à la relation client et en quoi ça a changé. Qu'est-ce que tu en as appris? Et quand on parle de prod et relation client, est-ce que du coup on fait plus de production et on fait de la relation client? Ça veut dire quoi concrètement? Je peux te refaire le film. Vas-y. Je peux te refaire le film. Je suis arrivé en alternance, j'ai fait de la prod, mais attention, j'ai eu de la chance. J'étais dans une boîte, donc Number, qui avait déjà mis de côté toutes les tâches à faible valeur ajoutée. J'ai jamais fait de saisie. Et j'en ferai jamais de ma vie, vraisemblablement. Mais je suis arrivé, j'avais jamais fait de compta. On m'a dit, le premier jour, je te promets que c'est vrai, le premier jour, on m'a dit, on t'a planifié 2 bilans. J'étais à Bac+4, mais j'avais jamais vu un cours de compta de ma vie. Et je savais même pas ce que c'était un bilan, j'ai pas osé le dire. Et donc, merci aux personnes qui m'ont accompagné les premières semaines pour toute la patience, parce que ça devait être laborieux. La deuxième année, j'ai continué à faire de la prod. Donc la prod, au moment où j'en faisais, c'était des déclarations de TVA, bilan compte de résultats, liasse fiscale. Enfin, j'allais vraiment jusqu'au bout. C'était intellectuellement très stimulant. La deuxième année, je continue à faire la même chose, mais sur des dossiers un petit peu plus complexes. Et puis, je repasse aussi sur des dossiers que j'ai fait la première année. Et tu sais, ce truc hyper désagréable où tu vois quelque chose qui a été fait en N-1, tu dis « Ah la dinguerie, qui est-ce qui a fait ça ?» C'est moi. Tu vas voir la feuille de travail et c'est toi. Tu te dis « Ah ouais, vraiment, l'année dernière, j'étais pas bon. »
Donc, la deuxième année se passe comme ça et je fais mes preuves, je pense, avec une qualité plus importante dans mon travail. Et à l'issue de l'alternance, on me propose d'accompagner des clients. J'avais déjà mis le pied à l'étrier sur les 6 derniers mois. C'est-à-dire qu'on m'avait dit, bah voilà, ce client-là, c'est toi qui vas répondre à toutes ces questions. Et si j'avais un doute, je faisais valider la réponse. Mais en tout cas, j'étais en charge du dossier. J'ai basculé sur la relation client. Et ce qui était hyper cool pour moi, c'est que j'ai eu le temps de la transition. Ça veut dire que sur tous les clients que j'ai récupérés à ce moment-là en relation client, je faisais aussi l'intégralité de la prod. Ok. Et donc, le client, il n'y a personne qui connaissait son dossier mieux que moi, puisque j'avais le nez dedans tous les jours pour faire ses déclarations. Et puis, à chaque fois qu'il avait une question, c'était à moi qui passais un coup de fil, c'était moi qui pouvais y répondre. Donc ça, c'était trop bien, parce qu'en fait, c'était une transition en douceur qui m'a permis de quitter petit à petit la prod, puisqu'après, je me suis dirigé vers 100% de relations clients avec quelqu'un en binôme qui faisait la prod avec moi. Mais j'ai eu la transition, tu vois. Et ça m'a permis de vraiment aller dans un niveau de détail avec mes clients qui était pour le client hyper satisfaisant et pour moi m'a appris plein de choses. Hyper clair. Le contact avec les entrepreneurs. Ouais. Tu vois, tu avais ton camarade qui voulait toujours créer une boîte au début où il avait... et il l'a fait, en plus. Et il l'a fait. Et il l'a fait. Et qui faisait ça. Là, tu te retrouves face aux entrepreneurs. Ouais. C'est quoi la vie d'un entrepreneur? Tu vois? Et là, j'aimerais bien qu'on puisse un peu démystifier et raconter un peu concrètement, tu vois, la vie des entrepreneurs de France, pas ceux qu'on voit sur LinkedIn. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. L'entrepreneur LinkedIn, il est imbattable, c'est lui le plus beau, c'est lui le plus fort. De ouf, il a 30K par jour. Voilà, exactement. En fait, c'est pas ça. Les entrepreneurs, déjà, moi, j'ai été étonné, mais je suis pas en train de leur faire un affront, mais de l'absence de bagage de gestion d'entreprise que peuvent avoir les entrepreneurs. Ah ouais, c'est clair. Et à nouveau, je dis rien de mal, c'est juste un constat. Et donc, tu vois, il peut y avoir un petit côté malédiction du savoir dans l'expertise comptable où tu as l'impression que tu n'apportes rien parce que certaines choses pour toi sont devenues bateaux. Prenons un exemple pour illustrer. Les indemnités kilométriques, je pense qu'au bout de 8 ans de métier, quand j'explique les indemnités kilométriques à quelqu'un, comment ça fonctionne, j'ai l'impression de pas donner de valeur. Mais en fait, si. Quand je parle à un entrepreneur, je lui donne de la valeur parce qu'il ne sait pas comment ça se passe. Donc, il faut mettre de côté ce syndrome de l'imposteur et vraiment expliquer aux entrepreneurs, faire de la pédagogie sur tout. Moi, je pars du principe, et de toute façon, l'entrepreneur sera assez clair avec moi pour me dire si c'est des choses qu'il connaît déjà. Mais je pars du principe que, d'un point de vue comptabilité, fiscalité, il n'y connaît rien. Ça, c'était la première chose. Ensuite, il ne faut pas croire que le quotidien de l'entrepreneur, il est tout rose. L'entrepreneur, il a sa vie pro, il a sa vie perso. Et lui, on est en train de lui demander de coupler les deux. Parce que quand tu es entrepreneur, grosso modo, c'est très difficile de faire différemment. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que l'expert comptable, il avait, au même titre qu'un coiffeur, par exemple, un petit côté je te raconte mes malheurs. Et il faut savoir, à ce moment-là aussi, se mettre en empathie vis-à-vis de l'entrepreneur. Ouais, de ouf. J'avais ce mot là, Flavien, quand je t'écoute. Ouais. J'avais ce mot en tête. Empathie. Ouais, exactement. C'est ça. Et moi, quand j'ai été à ma prestation de serment, il y a toujours un entrepreneur qui est parrain de la promo. Et il dit, moi, mon expert comptable, je l'adore juste parce que je peux lui raconter tout ce que je veux, que ce soit ma vie pro, ma vie perso, mes galères, mes réussites. Il m'écoute. Et en m'écoutant, il est capable de faire le lien avec tout ce que je suis en train de lui dire et la santé financière de mon entreprise. L'expert comptable, il fait des parallèles entre l'expérience de l'entrepreneur et la compta. Et donc, à partir de là, tu peux être proactif dans ta démarche de conseil. Excuse-moi, mais masterclass dans ce que tu racontes. Parce qu'en fonction de son émotion du moment, potentiellement, ça va se traduire dans ses propres chiffres. Mais exactement. Parce que, alors, si on a une boîte de 100 personnes, peut-être que ce sera un peu moins visible. Mais un mec qui est tout seul ou une nana qui est toute seule, à un moment donné, elle est down pendant 2 mois, le CA, il va être down ou il va y avoir un problème et ça va se dévisser. Et j'avoue, le fait de pouvoir rentrer en empathie et de comprendre, non pas de dire c'est un problème, voilà, parce que vous avez fait 10% de croissance, il y a moins de 10% de chiffre d'affaires par rapport au mois dernier. Du coup, tu ne comprends pas pourquoi. Et là, tu commences à creuser un peu la phase immergée
en dessous, là, en dessous de l'iceberg. Et bah, du coup, ça, c'est. Et ça, tu vois, c'est. Ça, je pense que c'est un vrai truc à raconter. Pour moi, ça, c'est important parce que l'expert comptable, comme tu dis, l'indemnité kilométrique, ça fait 10 ans, toi, tu fais ça. Donc, pour toi, tu balances ça comme. Mais quelqu'un, il a les yeux qui brillent, quoi. Sérieux, j'utilise ma voiture et je peux faire truc compte courant, être remboursé une partie, c'est pas soumis à la charge sociale. Ça fait kiffer les gens, tu vois. Pourquoi je veux dire? Ah oui, c'est d'être très, très froid avec ce qui se passe, avec les chiffres, tu vois. Production, fiscale, TVA. Et du coup, sortir de ce côté humain, eh ben, il faut pas le faire parce que, en fait, tu vois, un entrepreneur, son expert comptable, vas-y, là, il va te décharger, tu vois. Et on peut faire le parallèle entre ce qu'on vient de se raconter là vis-à-vis des entrepreneurs et ce qu'on se disait tout à l'heure vis-à-vis des intrapreneurs ou des coéquipiers. C'est-à-dire que dans tous les cas, il faut être naturel dans ta discussion avec la personne. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat, mais je triche pas non plus avec les entrepreneurs que j'accompagne. Ça veut dire que, tu vois, aujourd'hui, je suis venu en t-shirt. Quand je suis face à un client, je suis en t-shirt. Je vais pas commencer à mettre ma veste ou mon costard. Genre le statut de l'expert, quoi, tu vois, en mode la blouse blanche. Et des fois, pourquoi pas. Ouais. Mais franchement, si vous voulez créer une relation avec vos clients, qui soit une relation où au moment où il a besoin de vous raconter quelque chose, ils se sentent assez libres pour le faire, alors trichez pas avec eux. Mais du coup, toi ce côté empathie, ou ce côté où tu sens qu'il fallait quand même que tu écoutes, est-ce que tu avais cette vision du métier avant pas du tout. Ou toi, tu t'es dit, bon, je savais pas qu'il y avait ce truc-là à prendre dans l'équation? Non, pas du tout. Franchement, pour être honnête avec toi, le métier d'expert comptable, je l'ai découvert en cabinet. Ça veut dire que j'ai candidaté en cabinet d'expertise comptable. Je savais même pas ce que c'était un expert comptable. Je voulais juste aller au bout de mes études parce que je voulais arriver à la fin, quoi. Et en plus, il était grand temps que j'y arrive. Mais je savais même pas ce que faisait un expert comptable. Okay. Donc cet aspect du métier, je l'avais pas du tout imaginé. Et on parle beaucoup de technologie en ce moment. Dans quelques années, c'est peut-être l'un des seuls trucs qui va nous rester pour faire notre singularité en tant que conseil humain VS tout ce que les technologies auront été en capacité d'absorber. Bah ouais. Donc si on ne chérit pas ça, ça va être compliqué. Hyper intéressant ce que tu dis. Donc c'est quand même un point hyper à creuser, parce que c'est vrai que la tech, qu'est-ce qu'on fait demain si on fait plus de production comptable et fiscale et de TVA? On fait quoi? Faire du conseil. Sauf que le conseil, c'est de la discussion, quoi. C'est pas... Oui, aussi, alors... tu vois. Et puis il faut échanger avec les gens, comprendre c'est quoi leurs problèmes, etc. Exactement. Ouais, bah je vois bien. Alors la nature a toujours horreur du vide, donc je pense que les experts comptables sont c'est un corps de métier, expert comptable, et d'ailleurs même les personnes qui n'ont pas le diplôme, les personnes qui travaillent avec nous sont hyper compétentes, et on arrivera à se renouveler. Il y a plein de choses à faire. Ça, j'en doute pas trop. Carrément. Mais par contre, ça veut dire qu'il faut avoir conscience que demain, c'est vraisemblablement pas la compta qui va nous faire vivre, et travailler tous les à côté. Et toi, alors, justement, avec justement ce que tu viens de me dire, là, est-ce que ça t'inquiète? Comment toi, tu le vois, le monde à venir, tu vois? Je suis pas un mec inquiet. Franchement, je suis pas un mec inquiet. Ce que je vais te dire, je le vois chez Number, et j'espère que ça se transposera toujours au monde d'un point de vue général. C'est avancer, c'est créer des opportunités. Et je vois que ça. Alors aussi, il y a toujours un revers à la médaille. Tu vois, c'est impossible d'avoir une médaille qui est magnifique des deux côtés. Il y a toujours un côté qui est à l'ombre. Donc, il y aura forcément un petit peu de dégâts, je mets des guillemets. Mais je pense que tout ce vers quoi on va ne peut être que meilleur à condition qu'on l'appréhende et qu'on reste maître de tout ça, qu'on sache comment utiliser ces outils-là. C'est pour ça que la seule chose qui me fait peur, c'est les personnes qui refusent de prendre ces virages-là. Parce que si tu prends pas le virage et que la route, elle tourne vraiment, tu finis dans les cailloux, quoi. Et à titre personnel, j'ai pas peur, mais quand je vois les délais de transformation pour des confrères qui ont aujourd'hui encore du mal, ne serait-ce qu'à passer au tout numérique ou presque, je me dis, ah ouais, là, le virage qui nous attend, c'est une épingle, quoi, l'intelligence artificielle. Alors que le virage du numérique, c'était tranquille, tu pouvais le prendre à 70.
j'ai beaucoup de personnes qui viennent dans le podcast avec ce discours. Généralement, ils n'ont vraiment pas peur. Ils voient plutôt le côté positif de se renouveler, de se mettre en mouvement et du coup d'agir, en fait. Oui. Et puis, forcément, tu vas te planter à un moment donné, mais si tu fais une succession d'actions, à un moment donné, il y en a bien une qui va fonctionner, quoi. Tu vois ? Mais pour être en capacité de faire tout ça, pour être en capacité d'appréhender tous ces nouveaux outils, de les utiliser avec tout leur potentiel. Tu vois, on disait tout à l'heure, l'obsolescence des compétences, aujourd'hui, c'est 3 ans. Peut-être que demain, ce sera 2 ans, 1 an. Par contre, tout ce qui nous restera tout le temps, c'est les compétences humaines. Tout ce qu'on peut mettre dans la catégorie des soft skills. Ouais, carrément. Tout ce qu'on voit pas à l'école, en gros. Et ben pour moi, tout ça, c'est hyper important. Ça veut dire que la créativité, la gestion du temps, l'intelligence émotionnelle, la prise de parole en public, toutes ces choses-là, ce sera jamais remplacé. Ah ouais. Parce que c'est de l'humain. Ouais, et ça, si tu as tout ça, en fait, le champ des possibles, il est inimaginable. Mais, tu vois et moi, quand j'invite les personnes à se former, je leur demande pas d'aller apprendre les règles de TVA, que de toute façon, le législateur va s'amuser à changer dans 1 an et demi, 2 ans. Non, forme-toi, ça veut dire deviens une meilleure personne. Et si tu deviens une meilleure personne avec toutes ces compétences-là, alors je suis persuadé qu'à chaque fois qu'il y aura des nouveautés à intégrer, tu seras en capacité de le faire. Ouais, parce que du coup, si t'es problem solver, t'aimes bien résoudre les problèmes, que t'es empathique, que tu comprends ton écosystème et les gens avec lesquels tu travailles, que tu sais leur parler, que tu sais gérer ton temps, en fait, finalement, tu pourras affronter n'importe quelle montagne en face de toi. C'est comme ça que je le pense. Ouais, bah c'est très bien. C'est parfait. Du coup, aussi, ça m'étonne pas qu'avec la culture de ce que tu as aussi apporté, tu vois, la prise d'initiative, juste avant, la responsabilité, etc. Bah, tu vois, si on t'inculque de prendre des initiatives, c'est qu'on t'oblige ou on te met, on essaie aussi de te mettre en mouvement. Exactement. Ok, bon, je fais les questions et les réponses en même temps. Je suis désolé, Flavien. Non, mais c'est que j'ai l'impression que ce que je veux véhiculer comme message, ça passe. Masterclass, attends, Flavien. J'adore. Pour moi, ça c'est important. Ton discours et le discours que tu tiens ici, il est important pour les futures générations à venir de leur inculquer sur le fait que je pense que le métier d'expert comptable il est assez méconnu, mais il y a un moment où il y a un bouleversement aussi aujourd'hui dans l'écosystème où tu vois il y a plein de possibilités, tu vois. Par contre, c'est peut-être pas. Il faut peut-être apprendre des choses qui sont peut-être un peu plus subtiles, tu vois. Quand tu parles de soft skills, je me dis là c'est un sujet, tu vois. Oui. Et ça le sera toujours. Oui, parce carrément. On a tous envie de développer ces compétences-là. Je pense que c'est le bon moment dans le podcast pour juste donner un message qui me tient à cœur à titre personnel. J'ai 29 ans. Tout ce que je suis en train de raconter depuis tout à l'heure, je le dis en toute humilité. Et il y a un truc que je voulais ajouter, c'est que toutes ces choses-là, je ne les aurais pas apprises sans toutes les personnes qui m'entourent. Que ce soit à Lille ou dans tous les bureaux de France, les personnes qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis de grandir dans la boîte. Je ne sais pas si les personnes iront jusqu'au bout du podcast, donc je préfère le placer maintenant. Mais vraiment, j'apprends énormément de toutes les personnes avec qui je travaille et pour ça, je remercie tout le monde. Ouais, bon, ça c'est encore une fois hyper intéressant d'être aussi bien entouré, tu vois. Si tu es entouré avec des gens qui vont t'élever vers le haut. Tu disais tout à l'heure, t'adores quand on te contredit. Quand on te contredit, voilà, ça te fait réfléchir. Moi, j'adore avoir tort, mais vraiment. Et par contre, quand je suis persuadé d'avoir raison, je suis une teigne. Et si j'arrive pas à avoir le dernier mot alors que on me donne pas d'argument contraire, il y a un moment où ça va coincer. Je pense que c'est aussi pour ça que à un certain moment on m'a donné des responsabilités, c'est parce que on avait confiance dans le fait que si ça va pas, Flavien il va le dire. Ok, je vois. Mais en tout cas, moi j'adore me nourrir de tout ce que tout le monde peut m'apporter. Et il n'y a aucune personne qui est passée dans la boîte qui m'a rien apporté. Ok, hyper clair. Tu vois, j'allais te poser la question, comment t'es passé de la relation client à responsable de bureau à Lille? Ouais. Déjà, ça veut dire quoi, responsable de bureau? Ok. Alors, déjà, j'ai pas été responsable de bureau tout seul. Il y a des personnes avec moi au bureau. Je vais citer Martine et Pierre, qui sont co-gérants et avec qui on travaille en étroite collaboration au quotidien. Mais en toute honnêteté, j'ai bénéficié à certains moments de concours de circonstances, d'opportunités. J'ai réussi à m'agripper aux branches au moment où elles étaient disponibles. Ça veut dire que responsable de bureau, alors je suis passé par une étape transitoire entre les deux. On parlait de squad tout à l'heure. Ah oui. On a dit que dans une squad, il y avait un leader et un co-leader, voire deux.
J'ai été co-leader d'abord. Ok. Et ensuite, je suis devenu leader. Et encore après, responsable de bureau. Donc, tu vois, vraiment, Ah oui, ok, d'accord. c'est step by step. Ouais, j'ai pris des notes un peu rapidement. Mais c'est pas grave, parce que la conclusion est la même. C'est juste de dire, c'est possible d'avancer. Alors moi, j'ai avancé avec le diplôme. Le diplôme a certainement accéléré certaines choses, le diplôme d'expertise comptable. Mais en tout cas, dans toutes les boîtes, je souhaiterais que ce soit possible d'avancer, y compris sans ça. Et nous, on se l'applique. Et aujourd'hui, sur le bureau de Lille, il y a 3 squads. Il y en a une, tu vois, je te dis, je garde une part d'opérationnel où je suis leader. Et il y en a 2, c'est des personnes qui sont pas du tout experts comptables. Enfin, en tout cas, qui sont pas du tout. Qui n'ont pas le diplôme d'expertise comptable, mais qui ont toutes les capacités pour l'être. Donc, le message que je veux faire passer, c'est dans vos cabinets, vous pouvez responsabiliser des personnes. Il faut arrêter avec le culte de l'expert comptable omniprésent. C'est mes clients et quoi qu'il arrive, ce sera mes clients. Je dois les rencontrer tout le temps. Je délègue pas les responsabilités. Et par contre, bizarrement, quand il y a un truc qui se passe mal, c'est jamais de la faute de l'expert comptable. Donc il est toujours présent, sauf quand c'est plus compliqué. Responsabilisez les gens, faites-les monter en compétences. Et Arnaud le disait aussi dans son podcast, ayez conscience que les gens, dans leur vie, ils sont responsables. Tu vois, mettre un réveil le matin, tout le monde le fait, c'est déjà que tu as pris la responsabilité d'aller au bureau. Ouais, carrément. Et si tu pars du principe que tu infantilises tout le monde dans ton entreprise ou dans ton cabinet, c'est là que ça coince. C'est là que ça marche pas. Donc moi, j'ai eu la chance qu'on me responsabilise, pour répondre à ta question, à différents moments, soit en tant que responsable commercial, soit en tant que co-leader, et puis après, leader de bureau et leader de tribu, donc sur plusieurs bureaux à la fois. Mais tout ça, c'est venu parce qu'on m'a fait confiance. Ok. Alors, ouais, on t'a fait confiance, mais pourquoi on t'a fait confiance? Quels sont les ingrédients qui ont fait justement que toi aussi, tu as saisi les opportunités quand elles se présentaient à toi, que tu as franchi les échelons au fur et à mesure? On ne fait pas confiance à n'importe qui normalement. Tu vois? Je pense que là aussi, qu'est-ce que toi, tu as mis en place et comment tu t'es donné les moyens d'y arriver? C'est plutôt ça, la question. Alors, c'est peut-être pas à moi qu'il faudra poser la question, parce que, par définition... Ou alors, qu'est-ce que toi, t'as fait, en fait? Non, mais je vais y répondre quand même, hein, mais c'est peut-être que d'autres personnes te répondraient autre chose. Pourquoi Flavien à tel moment? Non, moi, la chose à laquelle je me suis toujours attaché, c'est de rendre justement la confiance qu'on me donnait et de toujours être loyal. Ça veut dire que je suis hyper conscient d'être arrivé dans une entreprise sans aucune compétence, qu'on m'a pris en alternance, qu'on m'a formé, qu'on m'a pris en CDI, qu'ensuite on m'a payé, parce que c'est payant, le stage d'expertise comptable, qu'on m'a proposé à terme de m'associer et de devenir gérant. Tu vois pas la confiance que la boîte m'a apportée. Donc je suis quel genre d'ingrat si quand je me lève le matin, j'ai pas envie de rendre tout ça. Et donc à chaque étape, j'ai essayé de faire le mieux possible. Et en plus, la boîte était assez intelligente pour me demander de faire des choses qui m'intéressaient. Donc je m'éclate, on me fait confiance, et moi je me donne au max pour rendre tout ça. Je pense que c'est véritablement ce qui a pu motiver les personnes à me donner toujours plus de responsabilités. C'est que au moment où on me les a données, j'ai charbonné. Mais attention, hein, charbonner, ça ne veut pas dire, comme l'exemple de tout à l'heure, faire 8h, 20h. Non, ça veut juste dire droit dans tes bottes, travail qualitatif. La fois où il faut faire un effort, tu fais l'effort, tu sais qu'on va te le rendre, et toujours en bonne intelligence. D'ailleurs, je pense que c'est pas la quantité de travail qui prime, c'est vraiment le focus et l'intensité. Tu vois, Ouais. un peu comme le cardio hit, quoi. Tu vois, tu vas courir 1 heure et puis tu vas faire 30 minutes de hit. Et donc, en fait, au final, 30 minutes de hit, ce sera peut-être l'équivalent de 1h15 en fait, de cardio, tu vois. Clair. C'est clair, ça veut rien dire la quantité de travail. Et encore, en termes de durée, ouais. Voilà, c'est ça. Ça veut rien dire le temps de présence même. C'est encore Ouais. pire comme notion. C'est pour ça que chez Number, on pointe pas. On pointe pas. C'est pas la boîte qu'on a envie d'être. Il y a pas longtemps, je me suis fait péter ma voiture. Je passais au garage et j'ai été à l'ouverture pour pouvoir aller au taf après. La première chose que font tous les coéquipiers du garage en arrivant, ils passent leur badge devant la pointeuse. Et je me dis, en 2024, on fait encore ça. Ça veut dire que des personnes qui tiennent ton garage, tu leur fais même pas assez confiance pour être certain que ces personnes vont faire leur volume horaire. Waouh.
Bon courage. Ouais, franchement, c'est super relou. Mais tu vois, je trouve que aussi le. Bon, là, je vais faire mon vieux briscard, là, et mon râleur de service. Excuse-moi. Mais tu vois, je trouve que aussi, la législation, elle est pas non plus très simple pour créer de la flexibilité du temps de travail qui soit hyper calibré, tu vois. Nous, on a voulu mettre ça en interne avec la team. Oh là là, purée, mais il y a quand même de l'inertie, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut quand même que il faut quand même que tu cadres aussi juridiquement tout ça. C'est clair. C'est pas, tu dis, ouais, vas-y, tu commences à 7 heures ou tu commences comme tu veux et tu finis comme tu veux. Durée maximale du temps de travail, temps de repos Je suis d'accord avec hebdomadaire. toi. Qui c'est qui doit s'assurer que les coéquipiers ne font pas des heures supplémentaires. Donc, tu vois, purée, tu vois, c'est quand même chiant. Il y a un exemple dont Number a déjà parlé sur Counter, c'est que nous, on a décidé de laisser la possibilité aux personnes qui travaillent chez nous d'abandonner leur compteur de congés payés. On a dû se faire aider par des avocats pour savoir comment faire. Bah Parce oui. que, comme tu dis, c'est compliqué entre ce que tu souhaites mettre en place comme libération et ce que la législation te laisse la possibilité de faire. Ouais, de ouf. Tu vois, ouais, hyper intéressant. Masterclass, Flavien. Écoute, continuons. À un moment donné, on a employé aussi tout à l'heure. Ah oui, alors je reviens sur ton histoire. Ouais. Ton histoire, c'est que on t'a fait confiance. Donc toi, tu rends la confiance. Ouais. Et donc, pour rendre la confiance qu'on t'a donnée, tu aussi essayes de faire un travail de qualité, etc. Mais comment tu fais pour être au niveau aussi? Parce que c'est pas le tout de le vouloir, mais il faut aussi délivrer. Comment tu réussis à délivrer la qualité pour aussi rendre la confiance qu'on t'a donnée? Parce qu'il y a quand même cette petite différence, tu vois. Déjà, plusieurs choses. Je me demande toujours, au moment où j'ai quelque chose à faire, si c'est véritablement à moi de le faire. Parce que la qualité pour une entreprise, c'est aussi... ok, certes, la tâche, elle est à faire, mais qui va la réaliser, tu vois? Est-ce que c'est véritablement à Flavien de le faire? Ou est-ce que Flavien, il peut s'appuyer sur quelqu'un d'autre? Ça va concourir à la montée en compétence de tout le monde. Et donc, pour la boîte, ce sera une meilleure solution parce que pendant ce temps-là, Flavien, il pourra faire autre chose. Il n'y a pas que la qualité du rendu, il y a aussi la qualité de qui opère. Mais du coup, ça veut dire que quand tu vas exécuter une tâche, Oui, ou peut-être une tâche nouvelle, oui, tu essaies de penser plutôt vision long terme pour que, toujours. pour que cette tâche elle puisse être soit réalisée par tout le monde, ou soit pour que ce soit plus facile pour le groupe, où ça apporte plus de valeur. C'est comme ça que... C'est comme ça que je le vois. C'est cette tâche-là, est-ce que c'est à moi de le faire, oui ou non? Si c'est à moi de le faire, comment je le fais pour que ça prenne le moins de temps possible et que le livrable soit le plus qualitatif possible. Mais le plus qualitatif possible, je veux insister dessus. Ça veut pas dire, si je prends un système de notation, 20 sur 20. Tu vois, moi j'ai toujours appliqué cette règle. J'ai jamais passé de concours. J'ai toujours passé des examens. Et c'est le cas avec le deck. Ça veut dire que si tu vises 10 au deck et que tu l'as avec 10, d'ailleurs je l'ai pas eu avec beaucoup plus, au final tu as le même diplôme que la personne qui a eu 19. Carrément. Et ça veut pas dire que tu seras un moins bon expert comptable que la personne qui a eu 19. Donc la qualité, il faut aussi faire attention à ne pas faire de la surqualité. C'est ça que je veux dire. Et dans mes livrables, je fais toujours attention à juger l'effort que ça me demande versus qu'est-ce que ça va m'apporter d'un point de vue supplémentaire. Quel est le gain marginal? Si, au départ, j'ai mis, je dis n'importe quoi, 15 heures sur un projet, que au bout de ces 15 heures, je suis arrivé à 90% du livrable qu'on attend de moi. Et que pour faire les 10% suivants, il me faut à nouveau 15 heures. Est-ce que je vais vraiment les mettre? Non, franchement, je crois pas. Hyper clair. Ça, c'est hyper important de savoir jusqu'à quel... comment dire à partir de quand tu acceptes de t'arrêter, quoi. Mais oui. Quand est-ce que tu dis stop pour pas faire du perfectionnisme qui apporte rien, en fait? Je suis persuadé qu'on peut tout améliorer. Oui. Tu vois, c'est la perfection, pas sûr qu'elle existe. Et donc, il faut réussir à désacraliser ce truc-là. Ok, c'est pas grave. On pensait arriver à X, on est arrivé à X-1. Est-ce que vraiment le jeu en vaut la chandelle d'aller plus loin, de déployer plus de ressources, que ce soit humaines ou financières, plus de temps? Non, franchement, je pense pas. Donc, dans mon travail, dans mes livrables, je recherche toujours l'efficacité. Soit sur qui le fait,
soit sur jusqu'où on le fait, comment on le fait. Et j'accepte que quelqu'un puisse faire un meilleur livrable que moi. Il n'y a pas de souci. Juste, moi, je te dis que j'y ai passé moins de temps que toi et que, du coup, si je prends la même enveloppe temps, je vais en faire 2 fois plus. Ok, hyper clair. Je pense que ça, c'est bien. Je pense qu'il y a certains profils qui ont aussi besoin de se rassurer, de se dire que le travail il est hyper quali. Et je pense qu'ils le font pas pour les autres, mais ils le font aussi pour eux, Ouais. dans le sens où ils se sentent à l'aise, quoi. De C'est dire, vrai. bah tiens, moi, voilà, j'ai fait ce travail jusqu'à ce niveau-là. Mais du coup, ils l'ont peut-être pas fait pour le collectif, mais ils l'ont fait pour eux. C'est clair, je suis d'accord avec toi. Je Et sur la qualité du travail... parle à haute voix. Ah non, mais il n'y a pas de souci. Sur la qualité du travail et sur comment stimuler les équipes pour que cette qualité soit par période, soit tout le temps, mais j'aime pas trop cette règle-là, au niveau auquel on l'attend, nous, on utilise beaucoup, mais vraiment beaucoup, la ludification. Donc, prendre tous les codes du jeu, les mettre dans l'entreprise, parce que ça apporte plein de choses. Tu vois, tout à l'heure, on a parlé de créer des souvenirs. Quand tu joues, généralement, quand tu fais une partie, tu as toujours des petites anecdotes à la fin. Et donc là, tu as créé des souvenirs. Quand tu joues, la plupart des gens, même si c'est pas vrai, il y a différents profils de joueurs. Je me souviens que j'avais mis ce truc-là dans mon mémoire deck. Mais la plupart des profils de joueurs ont envie de gagner, ont envie de se dépasser. Donc là, tu crées de la stimulation. Et puis quand tu joues, puisque c'est nous qui définissons les règles du jeu, on fait en sorte que le jeu ne puisse être que collectif. Et donc là, tu crées de l'entraide, tu crées des synergies, tu vas avoir des personnes qui, au-delà d'avoir des souvenirs individuels, vont aussi avoir des souvenirs collectifs. Ouais, carrément. Et c'est encore plus fort. Et donc, ludification en français, gamification en anglais, nous, on en met beaucoup dans notre façon de fonctionner. On crée des challenges. Donc ça, c'est quand on a envie de dynamiser la performance de l'entreprise. On a aussi une académie à destination de toutes les personnes qui nous rejoignent. Et cette académie, il y a dedans de la gamification primaire, mais tu obtiens des badges, tu débloques des niveaux, tu vas plus loin, un petit peu comme sinon les ceintures au judo, tu vois. Juste des petits trucs comme ça, mais qui invitent les gens par les codes du jeu. Donc, les codes du jeu, ça veut dire de l'amusement. T'imagines, travail, amusement, il y a un truc qui, pour la plupart des gens, va pas ensemble. Ben, nous, on le fait. Et ça veut dire qu'à nouveau, quand t'arrives au taf, t'es content d'y être parce que tu sais qu'il va y avoir du plaisir. Et j'ai écrit sur LinkedIn il y a pas longtemps que l'engagement, c'était pas un préalable, c'était une conclusion. On souhaite tous que nos équipes soient engagées, qu'elles s'engagent en faveur de l'entreprise. Mais il faut créer les conditions de l'engagement. Ah ouais, c'est clair. Et alors l'engagement va venir. Il ne faut pas t'attendre à ce que, au moment où quelqu'un intègre ton entreprise, la personne soit engagée outre mesure. Alors forcément, il faut qu'elle arrive avec une conscience professionnelle b.a.-ba, parce que tu es quand même en train de lui dire « viens dans ma boîte ». Mais créer les conditions de l'engagement. Et j'avais pris l'exemple d'un jeu vidéo sur lequel j'ai passé beaucoup trop d'heures pour pouvoir le dire. Et ce jeu vidéo, personne m'a forcé à y jouer, tu vois. Il n'y a pas un manager qui m'a dit « Flavien, ce sera 9h, 18h tous les jours ». Et pourtant, je l'ai fait de mon propre chef. T'imagines la puissance du truc ? Carrément. Juste parce que le jeu, donc je reviens sur l'amusement, a créé les conditions pour que je me donne à fond. Et bien si dans l'entreprise, on arrive à faire la même chose, à nouveau, tout le monde est gagnant. Hyper clair. On arrive déjà à la fin de cet épisode, qui est passé très vite. J'aimerais quand même on aborde ton job actuel. Ouais. Tu vois, qu'est-ce que parce que à la base, je voulais vraiment à la base, c'est de ça qu'on devait parler. Ouais. Tu vois, mais du coup qu'on puisse en aborder un peu les contours pour aussi comprendre toute cette expérience. Où est-ce qu'elle t'a amené aujourd'hui, tu vois. Tu vois, chez Number, on s'articule beaucoup autour de la taille des équipes. Donc on a la taille des squads et les squads font partie d'une tribu. Donc on a plusieurs tribus. Pourquoi ? Parce que c'est important qu'à l'intérieur d'une tribu, tout le monde soit en capacité de communiquer efficacement. Sinon, c'est dommageable pour l'entreprise. Donc on a 2 tribus sur la marque Number. Et aujourd'hui, je suis leader avec d'autres personnes de la tribu province. La tribu province, elle a la particularité de regrouper tous les cabinets Number dans les différentes villes de France. Et en tout cas, mon rôle aujourd'hui, c'est de faire en sorte que plusieurs choses. Que la performance de tous ces bureaux soit au rendez-vous.
et tu comprends bien que c'est pas moi qui vais, avec mes 10 doigts, faire en sorte que tout se passe très bien. Ah bah, carrément. S'il n'y a pas les personnes sur place, s'il n'y a pas les leaders sur place et s'il n'y a pas les équipes sur place, il se passe rien. Donc, quand je dis faire en sorte que la performance existe, je ne suis pas du tout en train de m'attribuer le mérite des autres parce que j'ai bien conscience que c'est eux qui bossent pour que leur bureau tourne et que c'est pas moi. Par contre, je suis là pour fluidifier l'ensemble, pour aider avec les 8 ans de vécu que j'ai dans la boîte et toutes les étapes que j'ai vues passer, pour aider les personnes qui en ont besoin dans leurs bureaux respectifs à faire en sorte que ça tourne toujours mieux. Ça, c'est la première chose. Donc, veiller à la performance de la tribu. La deuxième chose, c'est que cette tribu, puisqu'elle est géographiquement éclatée, il peut y avoir des difficultés de communication. J'essaye d'être une pierre angulaire, tu sais. Je prends les informations à droite à gauche. Comment toi tu fais ci, comment toi tu fais ça. Ah ouais, ça c'est une bonne idée. Attends, viens, on va en discuter collectivement. Tu veux pas être référent sur le projet? Je pense qu'on peut déployer à plus grande échelle. Franchement, c'est hyper cool pour tout le monde si ce truc-là, on arrive à le dupliquer. Donc ça, c'est avoir une vision 360 de la tribu. Et puis la dernière chose, c'est l'animation de la tribu. Parce que il y a l'animation des squads, ça c'est réservé aux leaders locaux. Parce qu'une squad, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est hyper important, elle est autonome. Ça veut dire que moi, j'ai pas à m'immiscer dans la gestion d'une squad. C'est pas mon rôle. Je dois les laisser s'organiser comme ils le souhaitent. Par contre, la tribu, là, je décide comment la tribu s'anime. Et donc, c'est faire en sorte que tout le monde ait les informations au bon moment. On parlait tout à l'heure des communications, des résultats. Je m'en charge avec d'autres personnes parce qu'à nouveau, j'ai pas envie de m'attribuer tous les mérites. Donc, il y a des référents sur différents sujets. Mais en tout cas, je me charge de l'animation de la tribu, qu'elle soit écrite, cette communication et cette animation, qu'elle soit en visio, donc à distance, ou, puisque ça va être le cas bientôt, qu'on se rencontre tous physiquement. Et à ce moment-là, ce qu'on peut appeler un séminaire, hein, comment on fait pour faire corps tous ensemble, pour que la tribu, vraiment, elle prenne vie. Hyper clair. Toi, tu dis que tu n'as pas à t'immiscer dans la squad. Oui. Mais du coup, en fait, j'ai comme l'impression que même la squad, elle ne l'accepterait pas, en fait. J'espère qu'elle l'accepterait pas. Ouais, parce que tu vois, c'est comme... parce que l'écosystème, il est construit comme ça. Oui. C'est comme si c'était un espèce de virus là qui arrive. C'est ça. Tu vois. Et ils auraient raison de le prendre comme ça. Ce qui m'empêchera pas de leur donner des conseils bien sûr. et de leur donner matière à réfléchir. Ah, tu fais comme ça dans ta squad tu fais comme ça dans ta squad à Nantes. Ok, ben figure-toi que j'étais à Nice la semaine dernière. J'en ai profité pour enregistrer un podcast avec Nicolas. Et dans la squad à Nice, ils font comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Mais par contre, je te demande pas de faire forcément comme ils font. Parce que ce qu'il faut aussi comprendre dans notre tribu, et c'est hyper important, c'est que chaque bureau a ses spécificités. Et ça peut pas être autrement. On est une boîte unique, une marque unique, mais localement, tu as forcément des singularités. Et si on ne laissait pas l'autonomie au squad, si on disait très naïvement, ok, bah c'est le leader de tribu qui va décider des objectifs et qui va les redescendre dans chaque squad, et puis après, chacun sa part du job. Moi, je suis incapable de prendre conscience des spécificités locales, Carrément. des singularités, des compétences qui composent les équipes. J'essaye le plus possible de les aider à articuler tous ces ingrédients-là, mais je peux pas. C'est les personnes sur place les mieux placées pour faire tout ça. Donc voilà, mon job aujourd'hui, c'est ça. Et en plus de ça, je me plais à être vitrine de l'entreprise aussi, parce que je l'ai dit tout à l'heure, l'entreprise, elle m'a beaucoup donné. Donc, avec d'autres personnes, on crée de la visibilité pour Number sur les réseaux sociaux. J'ai été accompagné pour une petite part de personal branding. Donc, la majeure partie de mon temps, c'est du management, soit de la performance, soit de la tribu. Et après, du personal branding, avec toujours l'idée, et ça vraiment, ça m'anime, de renvoyer la balle. Ça veut dire que toutes les personnes, notamment en alternance, puisque c'est un modèle qu'on a beaucoup développé, je souhaite toujours faire en sorte que la boîte progresse assez vite pour pouvoir leur ouvrir les portes.
Merci Flavien pour cet épisode et cette discussion. Franchement, j'ai pris un plaisir de dingue. Merci à toi. C'était ouf. C'est juste parce que le temps me manque, mais sinon, je t'assure que je l'aurais continué. Je me réserve en tout cas, si tu le veux bien, de faire une V2 un peu plus tard. Avec plaisir. Mais franchement, c'était hyper intéressant. Beaucoup de choses que j'espère à la fois des jeunes ou des responsables de cabinet qui pourront aussi prendre de cette culture number. C'est aussi pour cette raison que j'ai voulu aussi plusieurs personnes de chez vous dans ce podcast. Il y aura quelqu'un d'autre aussi qui viendra le mois prochain. Donc, je le diffuserai pas. Mais comment les RH aussi et les ressources humaines orchestrent tout ça pour que aussi cette magie puisse opérer. Merci, Flavien. Merci à toi. C'était cool. Pour cette discussion. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Si il vous a fait kiffer, n'hésitez pas à le liker, le partager avec tous les membres de votre réseau, vos amis, votre mère, votre père et tout le tralala et tous vos camarades. Je vous mettrai le lien de Flavien directement en description de cette vidéo, donc son profil LinkedIn, parce que c'est intéressant ce qu'il raconte. En plus, il écrit très bien et donc du coup, c'est super chouette. Si vous souhaitez aussi postuler à Number et rejoindre ce cabinet, eh bien, n'hésitez pas à aller directement sur counter.com pour retrouver toutes les annonces. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!